Sièges disponibles. Ceux où il y a marqué réservé ou qu'il y a des petites affiches dessus, c'est pour le service communication. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. On va démarrer quasiment à l'heure parce qu'on a aussi des personnes qui sont à distance. Donc, par respect pour les personnes qui nous suivent à distance, on démarre à l'heure. Donc, écoutez, merci encore à vous toutes et tous d'être présents ce soir. On est très nombreux. Je suis aussi très flattée puisqu'on m'avait annoncé un risque de taux de déperdition des présents ce soir parce que le lieu était un peu atypique à Vaux-en-Velin. Comme quoi les pronostics ont été déjoués et que les chefs d'entreprise n'ont pas peur de vivre dangereusement. Donc bravo à vous. Alors peut-être que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui par la qualité. Alors je suis rassurée, mon deuxième grand témoin vient d'arriver, donc je suis rassurée. Voilà, donc je pense aussi que vous êtes nombreux ce soir du fait de la qualité justement de mes deux grands témoins. Alors la qualité, que dis-je, la notoriété de mes deux grands témoins, donc Vincent Gault et Philippe Guérand, que je remercie déjà d'avoir accepté de participer à ce regard croisé. Je préfère toujours travailler en collaboration, c'est tellement plus agréable. Et voilà, en partant du principe qu'on est plus intelligent à plusieurs, souvent, surtout grâce au cerveau des autres. Mon troisième point, pour ne pas oublier avant de démarrer la présentation, c'était aussi de remercier mes équipes. Il y en a plusieurs d'entre eux qui sont aujourd'hui présents. J'ai vraiment la chance d'être très bien entourée. C'est eux qui ont fait tout le travail, qui ont collecté les infos, qui ont mis en forme, qui ont veillé à la qualité de la data, et puis bien sûr toute l'équipe qui a organisé cette soirée. Donc merci à vous toutes et tous. Bravo, seulement bravo. Voilà, donc ça c'était mes 3 points d'introduction. Je vais passer maintenant au déroulé de la présentation, qui est aussi en 3 points. Donc voilà, c'est mémotechnique. Je vous ferai d'abord une petite présentation projection macroéconomique en France. Donc ça, c'est un peu un point de cadrage. Alors ensuite, je vous présenterai le résultat des entreprises 2023 et leurs prévisions 2024. Donc ça, c'est ce pourquoi vous êtes venus ce soir, d'avoir effectivement ces informations en primeur. Et puis après, bien sûr, je vous ferai un 3e point sur l'inflation et la politique monétaire. Puis je parlerai un petit peu des taux d'intérêt. Je suis sûre que ça va vous intéresser aussi. Pour garder toujours ma règle des 3 points, je vous fais aussi 3 annonces de service. Petit rappel un petit peu, je dirais, de méthodo. Dans tout ce que je vais vous présenter, évidemment, ce sera toujours, notamment dans les prévisions, c'est toujours toute chose égale par ailleurs. Parce qu'évidemment, nos modèles économiques sont très performants à la Banque de France, mais c'est toujours compliqué d'intégrer un choc comme le choc sanitaire qu'on n'avait pas vu venir, ou une guerre en Europe, ou une problématique en mer Rouge. Donc ça, c'est toujours compliqué, évidemment. Dans notre modèle, on dit toujours toute chose égale par ailleurs, et pour éviter de le répéter à chaque début de phrase, je vous préviens tout de suite. Là aussi, dans les chiffres que je vais vous donner, évidemment, ce sont des chiffres qui sont en moyenne. Voilà, là aussi, quand vous ne vous retrouvez pas, c'est que, évidemment, ce qu'on vous donne, on est assez macro et donc on est toujours en moyenne. Donc ça aussi, pour éviter de le répéter, il faut que vous l'ayez bien en tête. Et puis mon 3e point, là aussi, pour la fluidité de la présentation, vous verrez que je ne descends pas très fin en termes de secteur. On va surtout rester focusé sur l'industrie, les services marchands et la construction. Alors j'ai un slide ou deux, mais pour pas trop alourdir, j'ai pas voulu en mettre trop. On a un slide ou deux, on va un peu en dessous au niveau des secteurs, mais bien sûr, c'est vrai que nous, la data, l'information, on l'a. Donc après, si vous aviez besoin, si certains d'entre vous avaient besoin d'analyse un peu plus fine, on peut toujours faire un peu une extraction à la carte sur les secteurs.
Voilà, donc c'est parti pour ma première présentation. Premier plan, donc un petit peu rappel macro du cadrage de cette année 2024. Donc un petit rappel sur 2023. Donc maintenant les chiffres sont définitifs ou quasi définitifs. Une année à petite vitesse avec une croissance de 0,9. En plus cette année a été un peu divisée en deux. On a eu un premier semestre qui a été assez tonique. On a surtout fait la croissance au premier semestre. Et puis le deuxième semestre, vous le savez, on a eu un T3, un T4 qui était assez plat. Donc voilà, donc on a eu une année un peu en deux temps. Et puis nos prévisions pour 2024, on a une prévision aussi à petite vitesse, 0,9. Et là aussi, alors on ne fait pas aujourd'hui de séquençage par trimestre, mais quand on regarde un peu sur cette année, on prévoit plutôt un premier semestre, et je pense que vous me le confirmerez, un premier semestre qui sera assez calme, avec plutôt un redémarrage à la fin de l'année 2024. Et puis donc le deuxième indicateur que je vais suivre, c'est évidemment l'inflation. Alors l'IPCH, c'est l'inflation harmonisée au niveau européen. Donc là, vous voyez, on a eu 2 années avec une inflation qui a vraiment boosté. D'ailleurs, ça a été le motif essentiel qui a drivé le fait qu'on a remonté fortement les taux. Et puis donc sur 2024, on a des prévisions de baisse d'inflation avec un retour en moyenne à 2,5. Et puis après, on reviendrait, ça c'est notre engagement, hein, c'est notre mandat de ramener l'inflation en moyenne à 2% en 2025 et peut-être même en 2024. Alors là aussi, si je veux faire un narratif très synthétique de ce slide, je dirais que sur le front de l'inflation, on surperforme. Alors surperformer pour nous, ça veut dire qu'on ramène l'inflation plutôt plus vite que ce qu'on pensait dans notre jauge qui est autour de 2%. Par contre, le prix un peu à payer, c'est qu'on sous-performe par rapport à nos prévisions de croissance. C'est les petits chiffres que vous avez en dessous, c'est les prévisions par rapport au trimestre précédent. Alors un petit focus quand même sur l'inflation, tout ça pour vous dire que pourquoi on a remonté nos taux et on a remonté les taux très vite. Alors certains ont dit trop tard, trop fort, mais on les a remontés de manière accélérée, tout simplement parce que certes l'inflation a boosté, tiré par l'énergie, mais quand vous regardez la courbe bleue sur le graphique de gauche, hein, vous voyez bien que la courbe bleue, c'est-à-dire hors énergie et hors alimentation, donc les éléments volatiles de l'inflation, on avait aussi une inflation core, une inflation un peu native, qui avait largement dépassé les 2%. Donc là, on était clairement en phase un peu d'emballement, avec à la fois un phénomène de prix-salaire qu'on voit sur l'industrie, mais aussi sur la construction et sur les services, d'où le fait qu'on a accéléré très fort à partir de l'été 2022. On a commencé à accélérer sur la remontée des taux. Alors là, un petit focus avec un petit élément de compréhension. Vous entendez souvent parler dans nos statistiques, dans nos prévisions, le fait qu'on a réussi à maintenir le pouvoir d'achat en France. Alors là, ce que vous regardez, vous voyez bien qu'il y a un petit décrochage, mais là, je ne suis pas sur le pouvoir d'achat en moyenne en France, parce que le pouvoir d'achat en moyenne, c'est l'addition des revenus divisé avec le coefficient déflateur de l'inflation et divisé par le nombre de personnes. Ici, on est sur l'aspect uniquement salarié. Et comme sur la période 2021-22, on a eu un taux de chômage qui a beaucoup baissé, on a eu plus de gens qui ont travaillé, donc plus de revenus. Donc effectivement, en moyenne, cette fois-ci je l'utilise quand même, on a le pouvoir d'achat qui a été maintenu en France. Par contre, si on regarde les salariés, uniquement les salariés qui avaient un emploi, effectivement, on voit bien qu'il y a une période, et ce qui peut d'ailleurs expliquer vous ayez un certain mécontentement de certains salariés, c'est qu'effectivement, il y a une petite période où l'inflation qui a été très forte a grignoté du pouvoir d'achat des salariés, puisque les hausses de salaire, même si elles ont été toniques ces 2 dernières années, n'ont pas complètement compensé l'impact de l'inflation. Voilà, alors petit focus aussi sur l'évolution de l'emploi salarié. Donc là, on est au niveau national. Donc vous voyez, on tape quasiment sur 19 millions d'emplois dans l'emploi marchand, avec un taux de chômage aussi, vous le savez, qui a fortement baissé. Hein. On est sorti de 40 ans de chômage massif. Alors vous voyez bien que sur ma courbe à l'extrême droite, on a un petit rebond, effectivement, avec une fin d'année 2023 un petit peu terne, plus 2024 qui s'annonce également un peu tristoun. On voit bien qu'on a quand même le chômage qui repart un peu, mais on est encore très loin de ce qu'on connaissait il y a quelques années. Et puis là aussi un petit focus, je guide le regard comme le graphique est un peu chargé. Si vous allez sur le dernier encart, sur la variation de l'emploi et du chômage dans l'ensemble de l'économie, c'est intéressant. Si vous prenez la deuxième ligne, emploi salarié marchand, vous voyez qu'en 2023, avec une croissance qui est faible à 0,9, on a encore créé de l'emploi. Et même sur 2024, là on sera vraiment sur une année complète à 0,9 avec là encore une petite croissance, on détruit finalement assez peu d'emplois. Donc ça c'est vraiment une nouveauté qu'on a ces dernières années, c'est que finalement avec une petite croissance, on arrive à créer de l'emploi. Alors évidemment, si on veut faire une balance carrée, hein, ça veut dire aussi que la productivité s'est plutôt dégradée sur ces dernières années, avec plusieurs raisons que je ne peux pas développer ici, mais c'est un sujet qui est assez intéressant.
Voilà, alors évolution de la consommation, donc là finalement avec ce que je vous ai expliqué sur le maintien du pouvoir d'achat, là vous le retrouvez, c'est-à-dire que vous avez bien le graphique, le pouvoir d'achat c'est la courbe noire sur le graphique de gauche, et évidemment le pouvoir d'achat c'est l'intégralité des revenus avec le coefficient déflateur de l'inflation. Et vous voyez que même en 2020, donc 2021, 2022, 2023, en dépit d'inflation très élevée, on a maintenu en moyenne le pouvoir d'achat en France. Alors une variable aussi qui est importante, et là aussi elle est importante dans le prévisionnel, les prévisionnels qu'on fait sur la consommation des ménages dans les prochaines années, c'est qu'on a un taux d'épargne qui aujourd'hui est assez élevé. On avait été habitué à un taux d'épargne autour de 14,5-15%. Il y a eu bien sûr le pic pendant le Covid, mais même à la sortie du Covid, on a gardé un taux d'épargne qui est assez élevé. On est même autour de 16 à 17%. Pour là aussi, en partie des raisons, en partie sociologiques, mais en tout cas nous dans nos prévisionnels, on a quand même intégré le fait que le taux d'épargne devrait revenir sur sa moyenne de longue période et donc être un input positif dans la consommation des ménages. Alors, un petit focus sur le taux de marge des entreprises, puisqu'on va parler des entreprises ensuite. Première chose, donc vous voyez, on a plutôt un taux de marge qui se tient de manière assez correcte. On est sur un bon niveau, là aussi, quand on compare par rapport à des moyennes de longue période. On a un taux de marge assez satisfaisant. Et d'ailleurs, on a fait des projections 24, 25, 26 avec un taux de marge stabilisé à un bon niveau. Alors ce taux de marge, qu'il soit d'un bon niveau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet aussi aux entreprises d'investir et ça les incite à investir. Et là aussi, on a un taux d'investissement qui est élevé, qui est historiquement élevé. Vous voyez, donc on est à 26% par rapport à la valeur ajoutée. Et là aussi, on a fait des projections sur les années à venir avec un taux d'investissement qui reste relativement soutenu, tiré notamment par les investissements liés à la transition climatique. Je n'arrive plus à avancer. Est-ce que vous pouvez me débloquer mon PowerPoint ? Est-ce qu'on peut prendre la main ? Le PowerPoint est bloqué. Voilà, parfait. Alors c'est pas grave si finalement celui-là était bloqué parce que c'est pas le meilleur de ce que j'ai à vous présenter de la soirée. C'est le hasard. Voilà. Donc là, on est sur le slide sur le nombre de défaillances. Évidemment, j'ai vu le président du tribunal de commerce dans la salle. Donc on est allé chercher ces statistiques pour les présenter ici. Donc vous voyez, effectivement, on a une forte remontée du taux de défaillance des entreprises. Quand vous regardez 2023, on est à un niveau très haut. On a une sorte d'oiseau, là. Vous voyez, la courbe rouge, ça c'est la France. Et puis après, vous avez Auvergne-Rhône-Alpes en bleu. Alors certes, on a retrouvé un niveau qui est très fort en termes de taux de défaillance. Mais quand on regarde, là aussi, si on prend un petit peu de profondeur, si vous regardez la moyenne, on vous a vu la moyenne 2010-2019, vous avez la France, c'est le point rouge, et puis le bâton bleu, c'est la région. Et bien finalement, en dépit qu'on a eu 3 ans où on a eu, je dirais, moins de défaillances qu'habituellement, on n'a pas encore vraiment d'effet de rattrapage. En fait, on ne fait qu'une revenir, il y a une sorte de normalisation où on revient sur une moyenne un peu historique. Bon, ceci dit, je pense que le premier semestre, tout le monde en est bien conscient, le premier semestre 2024 sera probablement assez compliqué. Voilà, alors je passe maintenant à la deuxième partie de ma présentation, ce pourquoi vous êtes venus effectivement ce soir. Alors c'est l'enquête qu'on mène chaque année, c'est une tradition, c'est important les traditions, une enquête qu'on mène auprès des entreprises de la région. Donc là on a eu les réponses de 4200 entreprises, donc c'est beaucoup plus que les entreprises qu'on interroge tous les mois. Tous les mois on a des enquêtes de conjoncture mais qui sont des enquêtes de tendance, des soldes d'opinion, alors que là on a vraiment, et parmi vous je pense qu'il y en a beaucoup qui ont répondu, donc merci beaucoup. Donc vous nous avez répondu et donc là on vous interroge vraiment pour savoir quel est votre chiffre d'affaires réalisé en 2023, quels sont vos investissements, quel est le niveau de vos effectifs. Il n'y a que sur la rentabilité, parce que la rentabilité c'est un peu compliqué de vous demander votre BE le 15 décembre, donc là on prend juste de la tendance. Mais pour tout le reste, on est sur des données chiffrées précises. Alors, ce sur quoi j'insiste aussi, ce qui est important, c'est le taux de représentativité. En fait, on a un taux de représentativité qui est extrêmement important, donc c'est hyper fiable. Les chiffres que je vais vous donner sont évidemment hyper fiables, puisque par exemple dans l'industrie, les entreprises qui nous ont répondu représentent 46% des effectifs. Dans les services, 15%, et dans la construction, 23%. Alors, retenez bien ces chiffres, parce qu'après, je vais vous faire un petit peu de maths, une règle de 3, donc vous les retenez. C'est bon, c'est parti ?
Voilà, alors résultat 2023, alors c'est quand même assez en ligne avec ce qu'on s'attendait, alors fort heureusement lors de nos enquêtes de conjoncture mensuelles. Alors vous voyez, donc dans l'industrie, on a une progression du chiffre d'affaires de 2,2%. Dans les services marchands, c'est un secteur qui surperforme historiquement, donc là on est à 5,2%, et dans la construction, on est à 4,8%. Alors c'est vrai que le 4,8% peut surprendre un peu dans la construction, mais c'est vrai que dans le bâtiment, vous le savez, les carnets sont longs, et donc sur 2023, on a encore finalement une croissance embarquée sur la base des carnets qui étaient très, très soutenus. Alors vous voyez qu'il y a quand même des petits pavés qui sont grisés, donc là on a regardé parce qu'on a interrogé les chefs d'entreprise pour qu'ils nous disent l'évolution de leur activité en valeur, mais aussi en volume. Alors évidemment, comme on a eu beaucoup d'inflation encore sur 2023, quand on regarde en volume, et bien là évidemment on passe dans le rouge, dans l'industrie, dans les services marchands on est tout juste positif et dans la construction on est limite flat. Alors là aussi, le cartouche de droite est intéressant. Vous voyez qu'en dépit, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution des effectifs au niveau national, c'est que eh bien, dans la région, en dépit d'une petite croissance, mais finalement, on est toujours sur du recrutement, on est positif sur les effectifs, sur les 3 secteurs. Alors, sur l'industrie, donc là, je voulais juste je vous ai mis le détail avec un peu plus de profondeur et avec le détail par mois. C'est intéressant parce que, effectivement, cette moyenne de 2023, il y a eu le premier semestre et le deuxième semestre, et là, on le voit bien, vous avez nos enquêtes de conjoncture mensuelles, et on voit bien qu'au fil du temps, la conjoncture s'est dégradée, c'est la courbe de tendance rouge. Et puis sur la droite aussi, vous voyez deux graphiques extrêmement, deux courbes extrêmement intéressantes. Vous avez à la fois le niveau des carnets de commandes qui plonge quand même sacrément sur la fin de période, et puis vous avez le niveau des stocks qui remonte. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour l'inflation, puisque effectivement, dans notre combat contre l'inflation, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, les effets de second tour, le fait de pouvoir passer des hausses de prix sur les biens manufacturés, ben évidemment, forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà, alors comme je vous disais, j'ai pas mis beaucoup de slides avec du détail par sous-secteur, donc ça fait partie des slides en exception. Donc là, vous voyez la moyenne industrie 2,2, et là, vous retrouvez, alors pour les chefs d'entreprise qui sont ici, vous pouvez quand même regarder, vous pouvez vous retrouver dans les secteurs. Alors vous voyez qu'il y a des secteurs qui là aussi surperforment depuis plusieurs années, hein, les produits informatiques, électroniques, optiques, avec tous les enjeux aussi digitalisation, donc là, sont toujours très toniques. Alors en bas de tableau, vous avez par exemple le travail du bois et puis l'industrie chimique. Alors ceci dit, sur ces deux secteurs-là, même si on n'a pas mis le distinguo, il y a quand même un impact du prix, parce que c'est des secteurs où ils ont des intrants qui ont beaucoup baissé, donc forcément ils ont déjà répercuté les baisses de prix des matières premières, donc ça joue quand même, il y a un effet volume et effet valeur pour lequel il faut quand même être attentif. Voilà. Alors sur l'export, je vais passer très vite sur l'export parce que vous le savez, la croissance mondiale est un peu terne. On va avoir une croissance mondiale de 3%. Le commerce international est un peu terne et donc ça se retrouve finalement dans l'export. Finalement l'export avec 2,2 de croissance globale de l'industrie, on n'a que +1 sur l'export. Donc finalement l'export n'a pas été une variable qui a beaucoup joué sur le global de l'industrie. Voilà, sur les services, là aussi, je vous ai mis un petit focus sur les services au mois le mois, et là aussi, on voit bien la dégradation de l'activité, la courbe rouge. Vous voyez bien que la moyenne qu'on a connue sur 2023 s'est quand même dégradée au fil du temps. On voit aussi l'impact sur les trésoreries. Là, on vous a mis un focus, pour changer un peu de l'industrie, on vous a mis un focus sur la trésorerie. Et c'est vrai qu'avec les remboursements de PGE, forcément, on a aussi des trésoreries qui se tendent en fin de période. On voit bien qu'il y a une baisse quand même assez marquée. Voilà, et là aussi, pour que les entreprises dans la salle, vous puissiez vous repérer, vous avez différents secteurs qui sont détaillés. Alors, dans cette moyenne des services marchands, vous voyez qu'il y a un secteur qui détonne, c'est le transport. Évidemment, le transport est directement corrélé à l'activité globale. Et donc, c'est ce secteur-là qui sous-performe par rapport à la moyenne dans les services marchands. Dans la construction, eh bien là, les enquêtes que l'on a menées tous les mois corroborent bien la moyenne qu'on a vue avec le 4,8. Hein. Par contre, ce que l'on voit, c'est que finalement, comme je vous le disais, on a vécu dans le secteur de la construction sur les carnets. Aujourd'hui, quand on regarde les prévisions, on voit bien que finalement, les carnets ont pas mal baissé. Donc ça, eh bien, c'est forcément de l'activité en moins pour les trimestres à venir. Et puis, on a aussi les prix des devis, où on voit que c'est beaucoup moins facile aujourd'hui, avec une activité plus faible, de passer des hausses de prix. Bon, ça aussi, c'est encore une bonne nouvelle pour l'inflation, mais bon.
Alors, donc là, détail dans la construction. Donc on a le TP. Tout le monde pensait que le TP serait beaucoup plus à booster, mais dans les faits, le TP est stable à un niveau élevé. C'est beaucoup plus stable finalement que ce que l'on voit dans le bâtiment parce qu'il y a moins l'impact évidemment du logement. Et là, vous voyez, donc gros œuvre, second œuvre, c'est assez homogène avec le second œuvre qui est toujours un peu décalé par rapport au gros œuvre. Donc on a des meilleures performances sur le second œuvre. Voilà, un petit slide sur la rentabilité. Donc là, on est sur un solde d'opinion. Comme je vous disais, on n'a pas collecté le BE des entreprises. Donc finalement, ça a été quand même la bonne surprise. Moi, je pensais voir beaucoup plus de rouge sur ce slide. On a quand même un tiers des entreprises qui sont stables. Donc c'est plutôt stable à un niveau haut, confère ce que je disais sur le taux de marge. Donc on a une stabilité à un bon niveau. On a un tiers, alors moins dans les services, finalement, qui nous annonce une hausse. Et puis un tiers et un gros tiers, 40% quasiment dans les services, qui nous annonce une baisse de la rentabilité en 2023 par rapport à 2022. Alors là, je fais juste une petite pause parce que je vous ai passé quasiment une vingtaine de slides, donc je suis sûre que je suis en train de vous perdre, même devant, là je vois que je vous perds un peu. Donc on va mettre un peu en interactivité. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous demander de faire une hola ni une chorégraphie, mais je vais faire un petit quiz. On va passer sur une variable importante maintenant, sur l'investissement, qui est une variable, ce que j'appelle la variable magique, puisque l'investissement c'est à la fois de la demande pour les entreprises, quand j'achète du matériel, quand je construis un nouvel entrepôt, et puis c'est bien sûr des capacités installées pour l'avenir, donc c'est ce que j'appelle la variable magique. Et particulièrement magique dans l'industrie, puisque l'industrie est bien plus capitalistique que les services marchands et le bâtiment. Alors donc sur 2024, qui pense que l'investissement a progressé en 2023 pardon. Levez la main. Qui pense que l'investissement a fait plus de 10% en 2023 par rapport à 2022? Allez, je tente 20%. Je vois que le suspense est à son comble. Voilà. Alors, voilà. Donc, en fait, l'investissement a fait plus 18% en 2023 par rapport à 2022. Donc, ça surprend peut-être certains d'entre vous. Ça conforte quand même l'idée que l'investissement se tient bien. En petit aparté aussi, ça veut dire que les banquiers financent l'investissement des entreprises. Alors, le 18%, là aussi, je vais quand même vous rassurer parce que si vous ne vous retrouvez pas dans ce chiffre, il faut savoir, et c'est public, on a eu dans la région un très, très gros investissement d'une entreprise bien connue, d'un département voisin du Rhône. Donc je vois que certains opinent du chef. Voilà. Donc on a ST Micro qui nous pollue un peu nos statistiques, mais qui les pollue à la hausse, donc c'est très bien. Mais là aussi, on a recalculé. Donc vous savez que ST Micro, c'est impressionnant. C'est un investissement global. Alors pas que sur 2023, c'est plus ou moins sur 3 ans, mais le gros de l'investissement est sur 2023 de 7,5 milliards. Je ne suis pas en millions, en milliards, 7,5 milliards. Donc ça se voit un peu dans la région. Donc on a recalculé nos prévisions, nos résultats d'investissement sur 2023 sans ST Micro, et là on est sur une hausse de plus 4%. Voilà. Mais on est quand même sur une hausse de plus 4%, ce qui n'est pas négligeable. Alors si vous avez retenu, là aussi j'aime bien donner des données chiffrées, si vous avez retenu le taux de représentativité des différents secteurs, vous allez me faire une petite règle de 3, une règle de proportionnalité. Donc dans l'industrie, en 2023, 3,6 milliards. Donc ça veut dire que si comme notre échantillon est parfait, on n'est pas loin de 8 milliards d'investissements dans l'industrie en 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les services, là évidemment, on descend déjà d'un cran. On est à 2,7 milliards, si je fais ma règle de 3, puisqu'on a 15% de taux de représentativité dans les services. Ça va, tout le monde suit encore? Et dans la construction, on était à 23%, et donc on est à 850 millions d'euros d'investissement dans la construction. Ça vous donne un ordre d'idée de grandeur, et puis dans vos entreprises respectives, ça vous permet aussi de vous positionner et d'avoir un peu la notion de l'échelle de grandeur. Voilà, alors sur 2024, voilà les prévisions. Donc ça maintenant, c'est le deuxième un peu scoop de la soirée, ce sont les prévisions 2024. Donc là, je ne vous l'ai pas fait à main levée, c'était un peu compliqué. Sur l'industrie, on est, voilà, les prévisions sont quand même un petit peu ternes, on est à 1% de progression. On a fait un peu la variable aussi valeur-volume, on serait plutôt à -1 en volume. Donc c'est certainement le secteur aujourd'hui qui traîne un peu la patte. Services marchands, donc toujours assez tonique dans les services marchands, plus 7%. Et puis alors là, dans la construction, vous voyez là vraiment
ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse des carnets de commandes, la hausse des stocks et vraiment les difficultés de passer des devis, et bien aujourd'hui, ça commence à se voir. Et là, ça commence un peu à piquer dans la construction sur 2024. Et là aussi, toujours ce paradoxe, hein, c'est qu'en 2024, finalement, eh bien, en dépit de prévisions un petit peu tristounes, eh bien, en fait, on a quand même encore des recrutements dans les 3 secteurs d'activité. Hein, donc, c'est un paradoxe qui est assez impressionnant, mais ça aussi, ça n'aide pas pour la productivité par unité d'œuvre. Voilà. Alors, en prévision de rentabilité, donc là aussi, évidemment, ce sont des prévisions qui valent ce qu'ils valent, mais c'est à vous, chef d'entreprise, de faire que l'année 2024 surperforme par rapport à mes prévisions. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Donc, on voit bien qu'il y a une entreprise sur 2 qui a dit stable. Donc, en gros, c'est je sais pas. Donc on voit bien que la période est un peu compliquée. Mais on a quand même 28%, 20% même dans la construction d'entreprises qui pensent améliorer leur rentabilité en 2024. Et puis après, vous avez le solde du camembert en rouge. Voilà. Alors sur les investissements, je vais faire le même petit exercice, c'est-à-dire que là, évidemment, comme la période est un peu compliquée, c'est souvent une variable sur laquelle on est très prudent, surtout en début d'année, quand on n'a pas forcément une très forte visibilité. Moins 8% dans la construction, moins 4% dans les services, moins 12% dans l'industrie. Donc ça, c'est un petit peu gênant, parce qu'évidemment, dans l'industrie, c'est là où on a le gros volume en valeur absolue. Mais là aussi, si j'enlève ST Microelectronics, en fait, j'arrive à plus 5%. Voilà, donc quand je neutralise ST Micro qui ne va pas faire 7,5 milliards chaque année, quand je neutralise ST Micro, en fait, on arrive quand même pour l'ensemble des entreprises en dehors de ST Micro à Kroll, on arrive quand même à une progression de plus 5% pour 2024, ce qui est pas trop mal, ce qui est franchement pas trop mal. Voilà, alors je passe sur mon 3e point et dernier point, sur l'inflation politique monétaire. Donc là aussi, comme je suis sûre que je suis encore en train de vous perdre, on va refaire un petit quiz. Voilà. Alors, qui pense qu'on va baisser les taux, que les banquiers centraux vont baisser les taux en 2024? C'est pas mal. Hein. Qui pense qu'on va baisser les taux au premier semestre 2024? Qui pense qu'on va baisser les taux en mars 2024? Alors, je vois que là, il y en a quelques-uns qui prennent quand même leurs rêves pour des réalités, mais comme quoi on est quand même très optimiste parmi les chefs d'entreprise. Voilà, donc je reviendrai, je vous donne quelques slides et je reviendrai sur les éléments de langage sur cette année 2024 qui va être une année effectivement de baisse des taux. Sur l'environnement international, très rapidement, donc vous voyez, effectivement, on voit bien qu'on a une baisse et qui nous arrange bien d'ailleurs au niveau de la maîtrise de l'inflation. On a une baisse sur la supply. Alors évidemment, là, je crois qu'on s'est arrêté en décembre. Alors sur la supply et notamment sur le fret, vous savez qu'il y a quelques frémissements ces dernières semaines pour les raisons géopolitiques que j'ai abordées tout à l'heure. Mais ceci dit, on a quand même bien baissé par rapport au maximum qu'on avait connu post-Covid. Et puis, on a quand même sur le graphique de droite, il est intéressant parce que vous avez tout. Vous avez les métaux, l'agriculture et l'énergie. Et là, on voit quand même qu'on est bien revenu sur, certes, un peu plus élevé que ce qu'on connaissait avant le Covid, mais on a bien rebaissé. Et ça aussi, ça nous aide pour ramener l'inflation autour de 2%. Je reviens sur les projections macroéconomiques pour la zone euro, parce que là aussi, c'est un élément de compréhension pour prendre les décisions en termes de politique monétaire, parce que vous savez qu'elles sont prises au sein de l'eurosystème. Donc l'eurosystème, c'est la BCE plus les 20 banques centrales qui sont au sein de la zone euro. Donc finalement, ce qu'on voit en zone euro, c'est à peu près la même chose. On est un petit peu moins bien, notamment sur la croissance, parce que l'Allemagne a sous-performé en 2023. Donc sur 2023, on fait 0,6 au niveau de la zone euro. Prévision 0,8 pour 2024. C'est un petit peu en deçà de ce qu'on connaît en France. Donc la moyenne européenne est un peu en deçà de ce qu'on connaît en France. Et là aussi, donc, on sous-performe, mais par contre, on surperforme aussi sur la maîtrise de l'inflation. Donc là aussi, je suis en train de vous préparer sur ce que je vais vous dire par rapport à notre politique monétaire. Voilà, et donc ça sera mon dernier slide. Donc effectivement, 2024 sera l'année de la baisse des taux. Mais là, quand on interroge à la fois Christine Lagarde à Davos ou François Vélorad de Gallo, on ne s'avance pas sur quand on va baisser les taux. C'est aussi évidemment coordonné avec ce que fera la Fed. Vous avez vu que la dernière réunion de la Fed, les taux ont été stabilisés et J. Powell a un petit peu rafraîchi les marchés en disant qu'il ne baisserait pas les taux tout de suite. De toute façon, on ne donne plus d'informations en avance, ce qu'on appelait avant la forward guidance. On le fait plus
plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne dit plus quand est-ce qu'on va faire telle chose, baisser les taux, monter les taux et de combien. Donc aujourd'hui, on ne le sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le consensus des marchés, parce qu'on est très observé, table plutôt sur une baisse des taux probablement au premier semestre. Et donc après, l'avenir nous dira au fil des réunions des conseils des gouverneurs quand est-ce qu'on baissera les taux et de combien. En tout cas, 2024, c'était la bonne nouvelle. J'ai gardé ça, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce sera l'année de la baisse des taux. Alors, comme il est de bon ton, comme j'arrive à la fin de ma présentation, comme il est de bon ton de toujours donner une formule un petit peu inspirante, je vais me plier à cet exercice avant de passer la parole donc, à mes deux grands témoins. Alors, c'est sûr que quand on parle des taux directeurs de la Banque centrale, c'est un peu compliqué de trouver une formule inspirante. J'ai regardé De Gaulle, Churchill, Pierre Dac, Woody Allen, c'était pas évident. Mais j'ai quand même trouvé une formule inspirante auprès de Joffre, alors le général, pas encore maréchal, lors de la bataille de la Marne, donc elle est un peu connue. Hein, et donc le général Joffre a dit « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais ce que je sais, c'est qu'il l'aurait perdue. » Voilà. Donc voilà, donc je voulais vous donner un peu cette formule qui traduit bien ce que l'on a fait en termes de remontée des taux. Je sais qu'on a été pas mal critiqué sur la violence de la remontée des taux, mais qui sait ce qui se serait passé si on n'avait pas effectivement remonté les taux pour lutter contre l'inflation. Voilà, je vous remercie. Et donc Philippe, je te passe la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ma chère Cathy, merci pour ton invitation à cette manifestation qui est très attendue chaque année, à la fois par l'État, les collectivités et les milieux économiques. Les relations entre la Banque de France et les CCI sont étroites, fondées sur la confiance. Nous travaillons ensemble dans l'intérêt général du territoire, comme l'illustre la récente convention que nous venons de signer et qui va permettre de joindre nos forces pour accompagner les entreprises. La présentation que tu viens de faire est comme toujours très claire et précise et je vous propose donc de la compléter, non pas en ajoutant de la statistique à la statistique, mais en vous parlant plutôt de ce que nous ressentons sur le terrain. Et pour commencer, je voudrais souligner l'excellence économique de notre région. Un PIB de presque 300 milliards d'euros, c'est-à-dire 100 milliards d'euros de plus que les grandes régions françaises qui nous suivent. Première région industrielle, première région productrice d'électricité et notamment d'origine nucléaire. Une R&D de niveau mondial qui représente 2,9% du PIB, c'est un chiffre extrêmement élevé, avec 20% des dépôts de brevets nationaux annuels. Deuxième région d'enseignement supérieur avec 370 000 étudiants et deuxième région exportatrice. Donc une place tout à fait particulière avec deux caractéristiques complémentaires, la diversité de l'activité, tous les secteurs sont représentés à un niveau d'excellence mondial et la répartition géographique, la métropole de Lyon est de loin la deuxième agglomération économique de France et pourtant, elle ne représente qu'un tiers du PIB régional. Nous avons des entreprises sur tout le territoire, y compris dans les départements ruraux. Toutes ces forces, nous allons en avoir bien besoin dans la période qui s'ouvre et qui présente un certain nombre de menaces. Alors il se trouve que les CCI réalisent régulièrement des enquêtes de conjoncture et la dernière date du 23 janvier. Que nous apprend-elle ? D'abord, qu'il y a un resserrement des contraintes avec un tableau des freins au développement qui est en pleine mutation. Vous voyez que les difficultés de recrutement sont en train de régresser. C'est naturellement lié à la baisse de l'activité. Le taux de chômage risque donc de se dégrader, d'autant plus que pendant la période qui vient de s'écouler, nous n'avons pas pu le faire descendre en dessous de 7%. C'est l'exception française. Autre élément intéressant, ce sont les plongeons de la hausse du coût des intrants et des difficultés d'approvisionnement, pendant que le manque de vigueur de l'activité monte en flèche. Alors ça montre d'abord que l'organisation de la chaîne logistique mondiale s'est améliorée, d'où d'ailleurs une inquiétude sur ce qui se passe
en mer Rouge en ce moment. En revanche, les prix de revient restent à un niveau élevé, matières premières, salaires, frais financiers qui ont explosé et bien entendu coût de l'énergie comme vous le voyez sur le graphique de droite. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la répercussion de l'augmentation des prix de revient sur les prix de vente est en train de trouver sa limite. C'est ce que reflète la consommation des ménages, moins 5% en volume dans l'alimentaire et entre moins 15 et moins 20% dans le non-alimentaire non essentiel. Ce sont des réductions massives qui expliquent notamment les fermetures de magasins en centre-ville, que vous voyez tous, ou la disparition de grandes chaînes d'ameublement ou de textiles. Et la conséquence en amont, c'est évidemment que l'activité manufacturière ne décolle pas. Le ralentissement de l'activité intègre également la chute de la construction de logements neufs, avec des conséquences sur le bâtiment, les services et l'industrie, sans parler des logements sociaux, puisque les maîtres d'ouvrage privés en sont devenus les premiers producteurs, avec les quotas réglementaires imposés dans chaque opération. Je passe à l'enjeu des gains de productivité, qui doit être rapporté à un contexte international qui a radicalement changé. La mondialisation n'avait certes pas que des vertus, mais elle présentait un avantage. C'est que les échanges étaient encadrés à l'échelle planétaire par des accords en grande partie respectés. Ces accords, ils ont aujourd'hui volé en éclats. La conséquence, c'est que nous sommes entrés dans un environnement de concurrence sauvage. Les grandes régions du monde, États-Unis, Chine, Inde, sont entrées en guerre économique en utilisant l'arme d'un protectionnisme débridé, un repli sur soi. Et face à cela, l'Europe continue à pratiquer une philosophie de concurrence pure et parfaite. Réveillons-nous si nous ne voulons pas jouer le rôle de l'agneau dans un monde de loups. Et si on ajoute la situation de nos finances publiques, on comprend aisément que le seul véritable outil dont nous disposons, c'est celui des gains de productivité. Ce qui ressort du tableau, vous le voyez, c'est d'abord la proportion d'entreprises qui ressentent des freins, presque 40%. C'est absolument considérable. Ensuite, la persistance du problème des compétences, elle n'est pas surprenante, vous le savez tous. En revanche, l'apparition du sujet de l'engagement des collaborateurs, ça, c'est très inquiétant. Et donc, il faut d'urgence remettre le travail au centre des valeurs de notre pays. Cet enjeu-là, il est cardinal. De la même manière, l'exigence de simplification des contraintes administratives continue à être signalée. Là aussi, il devient vital d'arrêter l'inflation législative et la surtransposition des directives européennes. Quant à l'insuffisance de capacité financière, elle est directement issue de l'amputation des marges et de la hausse des taux d'intérêt, d'où une attente forte, ma chère Cathy, de décrue rapide des taux directeurs par la BCE. Si tu peux être notre messagère, ce serait très bien. Je termine avec les facteurs de développement. Voilà. L'esprit de conquête, vous le voyez, donc c'est la première ligne, demeure chez environ la moitié des entreprises. Et ça, c'est une nouvelle qu'il faut vraiment saluer. Ensuite, la volonté de modernisation et d'innovation traduit la prise de conscience de la nécessité de se transformer dans un monde qui change, avec comme premiers objectifs les transitions écologiques et numériques. Et en revanche, et ça, ce n'est pas dans le tableau, nous entendons monter un discours nouveau sur le thème « Je suis fatigué, je diminue les volumes, je me concentre sur des segments à forte marge, j'arrête de recruter et j'améliore mon compte d'exploitation ». Ça se répand à grande vitesse. C'est une stratégie de repli. Ça fonctionne à l'échelle d'une entreprise. En revanche, à l'échelle macroéconomique, c'est évidemment synonyme de récession. Voilà, donc vigilance sur cet aspect fondamental du moral des chefs d'entreprise. J'en ai terminé sur la conjoncture. 2 mots sur le réseau des CCI. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 13 chambres territoriales, 1300 collaborateurs, 600 membres élus et associés qui travaillent quotidiennement au service du développement économique de la région dans une logique de proximité et de partenariat. Et je souligne la capacité des acteurs institutionnels à œuvrer en commun, État, et je vois Isabelle qui est devant moi, région, organisations professionnelles, MEDEF, CPME
et monde consulaire. Je suis également vice-président de CCI France et je peux vous dire que nous représentons un cas unique. Nos missions, elles couvrent l'ensemble du spectre des besoins avec un nouveau contrat d'objectifs et de performance national ainsi qu'un nouveau contrat d'objectifs et de moyens régional que j'ai signé avec Fabienne Bussiou en juillet dernier et qui donne la priorité aux transitions écologiques et numériques. Voilà, puis 2 chiffres qui flattent le réseau des CCI, ça fait toujours du bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir et je vous remercie pour votre écoute. Bon, toujours compliqué de passer après Cathy puis après Philippe, mais je vais essayer d'être au niveau. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi pour mon retard. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis on va surtout essayer de rajouter des compléments par rapport à ce que Philippe et Cathy nous ont dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre la petite zappette. Alors, où est-ce que j'appuie? Là? Non, je reviens en arrière. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, donc je vais vous faire un focus sur 3 thématiques particulières pour ne pas rajouter plus de chiffres. Peut-être juste rapidement en amont, vous rappeler un petit peu ce qu'est l'artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 245 000 entreprises, donc plus 37% d'entreprises en 5 ans, 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 400 000 salariés sur l'ensemble de notre région, et c'est la 2e région de France en termes d'artisanat, en termes de pénétration de l'artisanat, juste après l'Île-de-France. Mais c'est souvent le cas sur beaucoup de chiffres, sauf un, vous verrez tout à l'heure. Donc on va faire un focus à la fois sur la micro-entreprise aujourd'hui, la spécialisation des entreprises industrielles et artisanales, vous verrez, donc on va parler, et vous serez, je pense, c'est assez surprenant, et puis l'enjeu de la transmission, qui pour nous, pour l'artisanat, est un enjeu très 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 fort. Alors... Donc, pour les micro-entrepreneurs, on est parti à la base sur une étude de l'INSEE, puisqu'on a des chiffres assez précis. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les chiffres tout à l'heure que vous avez eus de la Banque de France ne prennent pas en compte en fait la majorité des entreprises artisanales, puisqu'on est en dessous du seuil des 750 000 euros. Donc, les entreprises artisanales n'ont pas d'obligation à déposer leurs chiffres au niveau de la Banque de France. J'aimerais qu'un jour, on ait des chiffres, mais c'est aussi pour ça que je suis là, pour vous donner des chiffres qui sont des fois un petit peu différents de ceux de la Banque de France. Donc aujourd'hui, en 2023, micro-entreprise, c'est plus de 40% des entreprises artisanales. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant, qui s'est installé, et ce qui veut dire que c'est près de 100 000 entreprises aujourd'hui. Donc aujourd'hui, de plus en plus, le régime de micro est privilégié lors de la création. C'est quand même un élément important. Et 4 secteurs d'activité donc concentrent 70% des entreprises qui sont en micro, sachant que c'est la construction qui est le plus important, devant la fabrication, la coiffure et les soins de beauté. Je rappelle que l'artisanat, c'est 250 métiers. C'est tous les métiers de la proximité, tous les matins que vous voyez animer l'ensemble des centres-villes, que ce soit votre coiffeuse, votre boulanger, votre mécanicien, etc., qui égayent nos vies. Également donc des spécificités sectorielles, puisqu'on a beaucoup de micros dans les taxis, et également donc dans le Rhône par exemple, pénétration qui est très très forte. L'artisanat d'art également. Et puis l'enseignement, donc on a des spécificités par rapport à la Savoie par exemple. Donc là on va retrouver sur le slide en fait la pénétration des micros. Donc ce qui est assez intéressant sur l'artisanat, c'est que bien sûr on a une concentration très forte métropole de Lyon, mais la concentration est de plus en plus importante sur les autres territoires, puisqu'en fait on a un regain de l'artisanat du fait qu'aujourd'hui l'ensemble des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, des fois un peu plus, on va dire, ruraux, se sont équipés, par exemple, en haut débit, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'installer partout dans la région, ce qui fait qu'on a de plus en plus, dans les territoires plus l'Allier, la Haute-Loire, etc., le Cantal, qui était historiquement un peu plus faible en artisanat, aujourd'hui, reprennent depuis la sortie du Covid.
Ensuite, je vais vous parler spécifiquement des entreprises industrielles artisanales dans les territoires, parce qu'on on a souvent une tendance à penser industrie, moyenne et grandes entreprises. Une grande entreprise, on en parle souvent avec Philippe, où elle peut pas, elle évolue dans un écosystème d'artisans, la majorité des sous-traitants. Il y a quelques chiffres qui sont très importants. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a 33 482 entreprises industrielles artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a la plus forte concentration, aujourd'hui en France, d'entreprises artisanales industrielles. Pour vous donner un ordre d'idée, le département cher à notre président de région, Laurent Wauquiez, 78% des entreprises industrielles en Haute-Loire sont artisanales, 72% par exemple dans l'Ain également, qui est un peu plus cher à mon cœur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et on fait toujours un raccourci en disant, en mettant pas l'artisanat au niveau de l'industrie. Alors, c'est intéressant quand même de rappeler ce que c'est qu'une entreprise industrielle artisanale. Donc, avec son activité, avec des caractéristiques spécifiques, et souvent, elle est intégrée donc à une chaîne de valeur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'artisans. La majorité des pièces des Airbus ou toutes les grandes inventions sont souvent nées, ou en tout cas, un artisan fabrique des micro-pièces qui permettent aux grandes industries d'évoluer, et on l'oublie assez souvent, mais en tout cas l'artisan il est là dans toute une chaîne de valeur et présent tout au long d'une fabrication. La capacité aussi de l'artisanat, c'est de s'adapter. On sait très bien que dans une petite entreprise, on est beaucoup plus, on sait se synchroniser, et on est beaucoup plus adaptatif que dans un grand groupe qui va mettre du temps. En tout cas, nous, notre force, c'est d'aller très très vite. Et par contre, au niveau du management, c'est l'artisanat aussi est plus comment dire, réactif. Là, vous allez avoir pareil des points qui montrent la concentration des entreprises industrielles artisanales. Donc, on voit de toute façon les fiefs entre guillemets. Ça reste quand même proche de Lyon, l'Isère, l'Ain, avec des fois des exemples un peu spécifiques. Donc on va retrouver au niveau des produits métalliques la vallée de l'Arve, la Savoie, le bassin de Saint-Étienne bien sûr, caoutchouc, plastique, on va retrouver Clermont-Ferrand, Roanne, Oyonnax également dans l'Ain, et puis on a Grenoble et puis Montluçon également sur des produits électriques et électroniques où on a une concentration très forte de ces typologies d'entreprises artisanales. Voilà, et la plupart. Et aujourd'hui, on a détecté donc avec les enquêtes qu'aujourd'hui ces entreprises ont besoin ont des besoins très particuliers, mais ça a été dit tout à l'heure avec les ressources humaines et le recrutement, bien sûr, le financement et la formation. On a un vrai sujet actuellement sur nos entreprises artisanales industrielles, c'est l'accès au crédit, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de banques privées ont fait des choix stratégiques par rapport à leur RSE, d'aller vers du financement qui est uniquement lié à du vert, à du green. Et aujourd'hui, nos entreprises artisanales ont besoin d'un certain temps. Donc il y a un vrai sujet pour les accompagner quand vous faites du moteur thermique. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des banques ont fait le choix de ne pas les accompagner. Donc il va falloir qu'on y travaille. Mais avec Cathy, c'est un sujet il faudra qu'on débatte ensemble. Voilà. Et puis le sujet aussi pour nos entreprises artisanales, c'est bien sûr la pression foncière. Donc sachez qu'on essaye de créer des produits avec la Banque des Territoires. On est en lien pour créer foncière, pour les accompagner nos artisans. Voilà. Alors ensuite, un sujet qui est important pour nous, c'est les cessions et les transmissions d'entreprises. Donc vous voyez qu'en 2023, c'est le troisième sujet, 32% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. C'est énorme, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'on a un travail considérable à transmettre ces entreprises. Et pareil, c'est un vrai sujet. Il est aujourd'hui plus facile de créer que de transmettre. Tous les mécanismes d'accompagnement et d'aide sont beaucoup plus favorables à la création que la transmission. Donc là, il va falloir que les pouvoirs publics, en tout cas, prennent conscience de cette difficulté. Et aujourd'hui, on a deux secteurs qui sont pour nous il y a un risque majeur de perte de compétences dans le temps. C'est à la fois la menuiserie bois sur la fabrication et la mécanique industrielle qui sont extrêmement concernées. Donc à très court terme, déjà pour cette année, c'est presque 600 emplois qui sont menacés si on ne trouve pas des repreneurs. Voilà. Donc, ce qui prouve bien qu'on a des enjeux très, très forts.
Voilà, donc là, également au niveau des entreprises, donc, vous voyez pareil la concentration des entreprises par rapport à l'âge du dirigeant. Hein, vous voyez qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus impactées que d'autres, sur lesquelles il va falloir qu'on travaille aussi avec les partenaires banquiers dont vous êtes beaucoup dans la salle pour garder ces spécificités artisanales. Voilà, et là vous avez quelques en-têtes qui sont intéressants aussi. Là c'est plutôt l'âge du dirigeant lié au secteur. Hein, donc on va retrouver dans l'alimentaire, dans le bâtiment également, fabrication. Hein, donc on voit que sur la fabrication par exemple, on a un taux, l'âge des dirigeants qui est beaucoup plus important en moyenne, donc sur lequel il va falloir qu'on accélère cette transmission. Et puis je redisais tout à l'heure les secteurs également. Voilà. Ce qui est donc par rapport à l'entreprise industrielle artisanale, je voudrais aussi remercier Cathy, puisque ensemble on va présenter une étude très approfondie sur l'entreprise industrielle artisanale lors de Made in PME, hein, le salon des entreprises qui va se passer en mars. Voilà, donc une étude qui sera très très précise. Et vous dire également que sur la micro-entreprise, on a également une étude nationale par notre réseau CMA France. On va présenter les résultats, je crois que tu vas y être dans quelques jours, très précises, de la micro, où on parle à la fois des chiffres d'affaires, des statuts, mais c'est très précis sur aussi le modèle de la micro aujourd'hui. Et en fait, on voit par exemple, je vais juste vous donner un chiffre qui vous donnera envie de venir à notre présentation, que seulement 1% des micro-entreprises basculent dans un schéma d'entreprise entre guillemets normale, c'est-à-dire SARL, ou entreprise individuelle. Donc ce qui est assez inquiétant, c'est un État dans l'État. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Et on a des chiffres aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a une étude aussi précise en France. Voilà. En tout cas, je vous remercie. La Chambre des métiers, bien sûr, est à la disposition des artisans sur le territoire. Et je vous remercie. En tout cas, je te remercie encore, Cathy, de nous donner la place. Et merci à vous. Alors, on va faire passer un micro pour des questions. Et je prends aussi mes deux grands témoins. Comme ça, je pourrai trier les questions. Les simples, c'est pour moi. Les compliquées, c'est pour Philippe et Vincent. Alors, allez-y. Donc, le micro se balade. Voilà, sur la droite. La première est toujours la plus compliquée. C'est un grand classique. On a été parfait. Et il va y avoir des questions. Hop, j'ai une question là et après une question ici. Bonjour, Marie Fontaine, société Techné H+Valve dans l'industrie. J'ai une question très pratico-pratique pour vous. Apparemment, il y a un certain nombre d'artisans industriels qui seront bientôt en recherche de suite. Par quels moyens allez-vous faire connaître ces micro-entreprises ou ces entreprises pour nous qui ne sommes pas à la Chambre des métiers? Déjà, il faudrait venir nous voir à la Chambre des métiers. Je pense que vous ferez, et vous verrez, on vous accueillera avec grand plaisir. Justement, l'idée de ces enquêtes, c'est d'aller plus loin. Après, aujourd'hui, on a de plus en plus de sourcing parce que les chambres des métiers sont, mais comme les CCI, implantés au plus proche des territoires. Donc, on essaye en amont de détecter. Et puis surtout après, on est en train de monter une offre spécifique pour les entreprises industrielles artisanales. À la fois une offre financière, prêt, tout ce qui est prêt artisan, etc. À la fois d'accompagnement sur la formation. Donc on est en train de créer une académie des dirigeants, par exemple, parce que les organisations patronales ont des formations, mais elles ne répondent pas toujours, elles peuvent répondre à leurs adhérents, mais pas à tout l'ensemble des entreprises artisanales. Donc sur la formation, également sur tout ce qui est audit pour les accompagner, etc., etc. Donc on est en train de faire un panel d'offres, et également sur la transmission, on va faire aussi beaucoup de réunions décentralisées sur l'ensemble des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes,
pour essayer dans un premier temps de faire une première approche très généraliste. Par contre, c'est toujours compliqué ces réunions parce que même si c'est toujours pointu, il y a un côté très sentimental sur la transmission. Les gens se dévoilent peu et on arrive à faire... ça marche que quand on se déplace. Donc on a une équipe qui est dédiée à la transmission. Donc derrière, on ira vous voir, si c'est le cas. Et on essaiera ensemble à la fois aussi de voir le prix, parce qu'il y a cet aspect-là, les contraintes à la transmission d'entreprise, de vous accompagner et de vous trouver les interlocuteurs. Mais on s'est rendu compte que les réunions, on va dire, générales ne fonctionnent pas. Parce que, et encore plus dans une entreprise artisanale où souvent c'est très familial, c'est un couple, il y a les enfants, il y a etc., etc. Donc là, il faut vraiment faire du sur-mesure et c'est ce sur quoi on travaille et on a développé cette offre. Et d'où aussi l'importance qu'avec la Banque de France, on fait cette enquête. Enfin, la Banque de France nous a proposé cette enquête et c'est vrai qu'on va être de plus en plus précis. Voilà. Une question devant. Oui, j'aurais deux questions. La première, c'est, je ne comprends pas pourquoi, depuis des années, on a évoqué le sujet que la transmission, de toute façon, coûtait plus cher qu'une création. Ce n'est pas un sujet nouveau. Ça fait plusieurs années que ça dure. Qu'est-ce qui bloque dans ce pays pour qu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes administratifs C'est beaucoup plus simple. Et quand vous avez des gens qui viennent vous voir, vous pouvez difficilement leur conseiller de ne pas créer plutôt que de chercher à récupérer ou aller... Parce que c'est en effet beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher, en fait. Indépendamment d'une coût de cession, parce qu'il faut savoir que beaucoup de transmissions se feraient gratuitement. Beaucoup de chefs d'entreprise sont prêts, de dirigeants, sont prêts à céder leur structure du moment qu'elle continue à survivre. Et puis j'ai un deuxième sujet qui est toujours pour Cathy et pour Philippe, le problème de la productivité. On sait qu'économiquement, le pays ne s'en sortira pas si on n'a pas un gain de productivité. Ça ne progresse pas du tout, ça régresse même avec des tas de raisons, des tas de facteurs, l'engagement. Est-ce qu'à un moment donné, des nouvelles technologies, l'émergence de l'IA permettrait de retrouver des gains de productivité? Parce que là, je ne vois pas comment on va financer la transition écologique si on ne fait pas des gains de productivité. Alors sur la transmission, vous avez raison, ça fait des années qu'on en parle et je relance le sujet souvent avec l'État, les banques privées. Alors la première chose souvent, c'est que celui qui va vendre a un passé bancaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la banque de base familiale de l'entreprise, elle va voir souvent tout ce qui ne va pas et elle va être très frileuse. Alors que sur une création, entre guillemets, on va y avoir un business plan, mais quelque part, on est plus un peu sur du vent, sur de la présentation. Je vous parle comme un artisan, en réalité, de ce qu'on vit. Voilà. Et donc, il y a déjà ce premier barrage. Il y a malheureusement un historique bancaire et également les taux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, il y a peu de mécanismes avec, par exemple, des taux à zéro. Aujourd'hui, nous, on a le prêt artisan qu'on a mis en place avec le conseil régional, qui va repartir. C'est près de 253 millions d'euros qu'on a fait lever en 3 ans. Donc, c'est important. Mais sur la transmission, il marche que sur une petite hauteur. Et derrière, après, on se retrouve avec des taux plus importants que si on était sur de la création. Il y a ça. Et puis après, il y a aussi l'aspect... on est sur du sentimental, donc il faut faire du sur-mesure. Il faut prendre du temps. Et aujourd'hui, il y a peu de mécanismes d'accompagnement qui sont pris en charge. Et il y a aussi la notion de tutorat. Nous, on se bat pour que celui qui vend, par exemple, puisse être pris en charge pendant 6 mois, 1 an, pour accompagner le repreneur. Aujourd'hui, c'est souvent une charge supplémentaire pour l'entrepreneur, parce que rien n'existe aujourd'hui financièrement pour accompagner le tutorat, par exemple. Donc en fait, nous, on a plein d'idées, mais plein d'idées. Je peux là, des idées, on en a. Mais on se heurte à des blocages, un peu, voilà, côté banque privée, des fois côté État. Donc je sais qu'il y a une oreille très attentive de l'État. Qu'Isabelle, on en parle souvent, donc j'espère qu'on y arrivera. Et notre préfète de région a bien conscience de cette perte, parce que derrière, c'est tout un métier, c'est du professionnalisme, c'est de l'expérience qu'on va perdre, donc il y a un enjeu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus facile de créer que de transmettre, c'est très clair, par les mécanismes. Sur la productivité, tu commences? Bon, vous avez du temps, on a 2 heures, non, c'est ça? Oui, bon, bien évidemment, c'est un sujet absolument majeur.
la première chose que l'on peut dire, c'est que nous avons encore un besoin d'adéquation des compétences avec les métiers. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que les entreprises peinent à recruter, alors même que le chômage reste à un niveau élevé. Donc ça c'est vraiment une anomalie de notre pays. Donc il va falloir que nous travaillions, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, hein. Donc il va falloir qu'on travaille à la montée en gamme des compétences de ceux qui cherchent du travail, de manière à ce qu'ils soient bien en adéquation et qu'ils arrivent et qu'ils soient formés. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une chose qui fausse un peu les statistiques, il faut quand même avoir en tête, c'est l'apprentissage. Mais il faut quand même le dire, on est monté à un peu moins d'1 million d'apprentis dans notre pays, ce qui est une très bonne chose, mais évidemment, du point de vue de la productivité, ça fausse un peu les calculs. Ça n'explique pas tout, mais il faut quand même le dire. Et puis le troisième sujet, c'est celui, ce que j'ai donné tout à l'heure, c'est celui de l'engagement. Et ça, il faut vraiment tous qu'on le prenne à bras-le-corps pour remettre encore une fois le travail au centre des valeurs de notre pays. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle. Ils ont tous vécu, et moi je l'ai vécu aussi, des phases de recrutement avec des personnes qui viennent, qui s'intéressent à peu près à ce qu'on dit, et lorsqu'on leur dit, bah oui, bah finalement, voilà, vous conviendriez un petit peu, à peu près au poste, on va vous former, etc. Et puis ils vous disent, bon, finalement non, je ne le prends pas. Est-ce que vous pouvez me tamponner mon papier, et il repart à Pôle emploi. Donc il y a quand même un système qu'il va falloir réformer. Moi, je salue les réformes qui ont été prises, qui sont en cours, les réformes qui ont été entreprises par le gouvernement et qui tendent à être un peu plus attentifs à l'esprit des demandeurs d'emploi et à regarder si véritablement ils recherchent un emploi ou si ils profitent d'un système. Donc ça c'est vraiment fondamental parce qu'il faut renverser les choses. Le sujet de fond, il est culturel. Et bien évidemment que ce qui s'est passé pendant le Covid, du Covid à aujourd'hui, ça a accéléré un certain nombre de choses et ça n'a pas arrangé l'ensemble. Donc il va falloir revenir sur des sujets qui sont devenus culturels. C'est ce qu'il y a de plus difficile, nous le savons dans les entreprises, hein. Le changement culturel, c'est le plus compliqué et le plus difficile. Donc effectivement, il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble. Oui, alors je complète sur le problème de productivité. Donc c'est assez multifactoriel dans les faits. Déjà, de quoi on parle quand on parle de productivité, c'est finalement la définition, hein, c'est la création de valeur ajoutée rapportée à l'unité d'œuvre. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une économie qui est très tertiarisée et finalement, la productivité, parfois les gains de productivité sont plus faciles à récupérer sur de l'industrie. Donc finalement, tout ce que l'on fait en termes de réindustrialisation, déjà, c'est une bonne chose pour gagner en productivité. Et en plus, quand on produit en France, on produit plutôt moins carboné qu'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que sur le tertiaire, sur les services, c'est plus compliqué de gagner en productivité. C'est plus facile, avec souvent un investissement important, avec du capitalistique, de gagner en productivité. L'autre élément, effectivement, tu le disais, il y a un impact effectivement d'adéquation des compétences. Et c'est vrai que là encore, pour calculer une productivité d'une personne, hein, à l'unité d'œuvre, c'est finalement sa création de valeur ajoutée rapportée à son prix. Et donc aujourd'hui, comme on a un taux de chômage qui a baissé, et bien évidemment, le temps où on créait beaucoup de valeur ajoutée avec un salarié qu'on sélectionnait et on prenait le meilleur, et puis finalement, comme c'était compliqué de trouver un emploi, et bien on pouvait un peu jouer sur le salaire. Aujourd'hui, on est dans une équation qui est plus compliquée, où on a parfois effectivement des salariés moins formés parce qu'on tape un peu dans le dur en baissant avec un taux de chômage qui a baissé. Donc on a des gens qui sont moins bien formés et qui finalement ont un pricing power, peuvent se vendre plus cher. Donc là, typiquement, c'est de la dégradation de productivité. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément qui est à mettre dans la balance, qui est vraiment lié. Alors, c'est le bon côté des choses, c'est qu'on est sorti, comme je le disais, de 40 ans de chômage massif. Mais quand on avait du chômage massif, effectivement, on pouvait se permettre de sélectionner le meilleur employé, finalement, à un tarif un peu moins cher, parce qu'il y avait de la concurrence et c'était un marché de la sélection. Alors qu'aujourd'hui, certains le disent, notamment dans les métiers du recrutement, on est passé d'un marché de la sélection
sélection à un marché de la séduction. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Et donc ça joue forcément sur la productivité. Mais c'est vrai que c'est multifactoriel. Là, tu le disais aussi avec le développement des contrats de professionnalisation, de l'apprentissage. Alors c'est super bien, c'est un investissement pour l'avenir. On met les jeunes on leur met le pied à l'étrier beaucoup plus tôt, c'est bien, mais effectivement il y a une phase où finalement la production elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et puis l'autre élément, et c'est peut-être un élément aussi, un facteur qu'on voit dans ces phases de ralentissement, c'est-à-dire que comme ça devient très compliqué de recruter, même si tu as raison, on a encore un taux de chômage qui est trop élevé, on a encore au moins 2 points à récupérer par rapport au taux de chômage qu'on appelle frictionnel, qui est autour de 5% dans notre pays. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de mal à recruter, on le voit bien, on le voit dans les chiffres que je présentais sur les prévisions sur les effectifs, c'est que les entreprises, même si elles ont une baisse de carnet, elles gardent leurs salariés. C'est-à-dire elles font le dos rond. Voilà. Donc évidemment, si on garde ces salariés alors qu'on a moins de travail, forcément on dégrade la productivité. Mais c'est parce que les entreprises ont bien intégré, c'était compliqué de recruter, elles préfèrent garder leurs salariés et faire le dos rond. Mais pendant ce temps-là, la productivité à l'unité d'œuvre se dégrade. Pardon ? Elle est Didier. Oui, bonjour Didier Bruno, Caisse d'épargne. Une question pour toi, Cathy. Je suis étonné par les perspectives sur le montant des investissements en 2024. Ça voudrait dire que les entreprises, les agents économiques sacrifient un petit peu la transition climatique, les investissements dans le digital, parce qu'il y a quand même des investissements de modernisation qui sont très importants, qui se sont beaucoup développés depuis la fin du Covid. Et là, il y aura une cassure, tu penses, en 2024 ? Je pense surtout au numérique et aux investissements sur la transition climatique. Non, pas du tout, parce que déjà, on est sur un niveau d'investissement qui est très élevé. Là aussi, on n'a pas remis les 15 dernières années, mais déjà, on est sur un plateau haut. C'est-à-dire qu'on a un taux d'investissement ces dernières années qui est très élevé, qui n'a même quasiment pas fléchi pendant la période du Covid, hormis le fait que finalement, les entreprises ont parfois eu du mal à faire leur plan d'investissement parce qu'en fait, ça n'a pas été livré pendant 3-4 mois. Elles n'ont pas réussi à finalement mettre en force leurs investissements. Donc, ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que la baisse, évidemment, la baisse de moins 12%, elle est réelle parce qu'on a cet impact de ST Micro qui a fait un gros investissement sur 2023, enfin 2022-23, mais le gros est sur 2023. Et donc j'ai un effet de base. Mais si on enlève ST Micro et qu'on regarde toutes les autres entreprises, moins cette entreprise un peu particulière, dans les faits, on est quand même à plus 5%. Donc c'est-à-dire que les investissements de toutes les entreprises en dehors de ST vont encore faire plus 5% par rapport à 2023, et 2023 était en hausse de 4% par rapport à 2022. On est déjà sur des niveaux hauts. Donc en fait, on continue à être sur un niveau haut et on grappille encore quelques points. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je ne suis pas du tout chef d'entreprise, mais je voudrais rebondir, Madame la directrice, sur ce que vous disiez tout à l'heure et la recherche de gains de productivité. Et vous parliez de réindustrialisation comme étant sans doute une des clés, puisqu'il y en a plusieurs, une des clés. Moi, la question que je me pose, je suis maire d'une commune, je le dis, et en fait, la réindustrialisation, elle s'accompagne d'une politique d'aménagement du territoire. Et vous preniez l'exemple de l'entreprise depuis tout à l'heure, qui n'a pas été sans susciter de résistance à Kroll, on le sait. Et donc, finalement, comment on accompagne aussi les collectivités pour accueillir des investissements aussi importants qui peuvent être vraiment contestés, on le sait sur le terrain, ça a été le cas, et ça l'est souvent dans les communes. Puis j'avais une deuxième question. Monsieur Guérand, tout à l'heure, vous parliez des freins, justement encore, à la productivité, et vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit, faisons attention, c'est nouveau, au moral de nos entrepreneurs. Et moi, c'est quelque chose qui résonne dans ma tête parce que pour nous, les entrepreneurs, c'est quoi ? Ce sont les personnes qui prennent les risques, ce sont elles qui prennent des risques, ce sont eux qui sont la base finalement de toute notre création de richesse. Et il y a un économiste célèbre qui parlait des esprits animaux, ce qu'on appelait les esprits animaux qui animaient les entrepreneurs. Et ce que vous dites est un petit peu inquiétant, j'ose le dire entre guillemets, parce que quand même, quelque part, d'entendre dire que nos entrepreneurs ont le moral bas, je crois que c'est quand même inquiétant. Voilà, donc je voulais vous entendre tous les deux là-dessus et comment on aide aussi, nous, collectivités, en politique d'aménagement du territoire pour que ça se passe le mieux possible.
Oui, alors sur la réindustrialisation, là, on est plutôt sur de la politique. Hein, donc, moi, je n'ai pas la recette magique sur le sujet. Il y a des vrais choix de société. Par contre, je pense quand même qu'on a aujourd'hui évolué dans l'esprit global. Alors, même si je pense qu'on a beaucoup de nos citoyens qui veulent réindustrialiser, mais pas à côté de chez eux. Mais ça, c'est un principe un peu habituel. C'est-à-dire, je suis pour, mais pas à côté de chez moi, ou pas dans ma commune. Bon, voilà. Mais ceci dit, quand même, je trouve qu'on a quand même bien évolué sur l'industrie. Alors, moi qui suis du Pas-de-Calais. Je ne suis pas lyonnaise, nobody's perfect, mais donc issu du Nord, le monde, enfin l'industrie, c'est quelque chose qui me parle. Et on voit bien quand même que les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, on disait, voilà, moi dans mon village, j'entendais, eh bien, ma fille n'a pas réussi, elle va aller à l'usine. Voilà. Donc là, c'était vraiment quand on n'avait pas réussi. Quand les parents parlaient, ils avaient leur fille ou leur garçon qui n'avait pas réussi, il allait aller à l'usine. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a une meilleure quand même cote d'amour sur l'industrie parce qu'on valorise l'industrie plutôt propre, parce qu'effectivement, on parle de la décarbonation et que c'est mieux finalement de produire chez nous. On a connu aussi ce qui s'est passé avec le Covid, hein, avec les problèmes de chaîne de valeur, où on s'est retrouvé coincé parce qu'on avait un problème de découpage des chaînes de valeur et qu'on s'est rendu compte que finalement, le circuit court, c'était bien aussi et ça servait. Et que finalement, un pays sans usine, eh ben, c'est aussi un peu compliqué. Et je crois que bon, il y a peut-être encore du chemin à faire, mais on progresse quand même plutôt pas mal. Et là, pour éviter de toujours parler de ST Micro, je vais parler d'une autre usine Renault dans les Hauts-de-France, Renault Douai, qui est une très grosse usine, qui vient de passer maintenant sur du full électrique, sur la e-tech, et qui fait beaucoup de campagnes de pub pour faire visiter l'usine. Et c'est vrai que moi, je l'ai visitée. Maintenant, c'est une usine qui est propre. On a l'impression d'être dans un labo, dans une salle blanche. Ils ont beaucoup féminisé, ils ont beaucoup communiqué auprès des jeunes, en faisant venir les jeunes dans cette usine, en montrant qu'une usine, bah, maintenant, c'est plus sale et qu'on peut se balader dans une usine, être compétent, être plutôt avec une tablette à commander des robots, et que finalement, eh bien, c'est pas quand on a échoué qu'on va travailler à l'usine. Donc voilà. Donc je pense que ça, il y a des progrès à faire, notamment même auprès de nos chères têtes blondes. Oui, sur l'accompagnement économique, en fait, il est de trois ordres. Un, il y a les organisations économiques elles-mêmes, donc les branches professionnelles. Il faut aller voir sa branche. Les interpros, MEDEF, CPME, et puis les chambres de commerce. Donc, et puis les chambres des métiers, évidemment, pour les artisans. Donc, il faut pousser les portes, hein. Parce qu'il y a des vrais accompagnements qui se font par ces structures. Le deuxième élément, c'est l'État. Je vois Isabelle Notaire qui est au premier rang. La DRETS accompagne des entreprises. La DREAL accompagne des entreprises. Ils sont d'abord là pour accompagner les entreprises et pas pour créer des difficultés. Donc, pousser les portes. On peut le faire ensemble, hein, donc on est là également pour ça. Pousser les portes de l'État. Et puis, troisièmement, et là tu es bien placé pour le savoir, c'est la collectivité locale. Donc là, la collectivité locale, nous ne faisons pas de politique. L'État ne fait pas de politique. La collectivité locale fait de la politique. Et donc là, il s'agit de savoir quelle est l'orientation politique et la stratégie économique de la collectivité locale. Et donc là, c'est évidemment, ça appartient, c'est protégé par la Constitution d'ailleurs, ça appartient à la collectivité. Sur le problème du moral des chefs d'entreprise, oui, moi je suis inquiet. Parce que, alors d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore la moitié des chefs d'entreprise qui sont en conquête, hein, donc il faut quand même le dire. Et on est dans une grande région économique et c'est quand même une force énorme pour nous. Mais on entend de plus en plus un discours de fatigue de la part des chefs d'entreprise. Il faut aussi les comprendre. Covid, Ukraine, inflation, énergie, enfin et recrutement, c'est un cumul. Au bout d'un moment, les gens sont fatigués. Et donc, le repli sur soi est une tentation, surtout lorsqu'il améliore le compte d'exploitation et lorsqu'il permet de ne pas recruter, qui est la hantise actuellement des chefs d'entreprise. Donc ça c'est vrai que c'est un point un petit peu sensible et qu'il faut vraiment y prêter attention. Vous savez, un chef d'entreprise, ça ne se lève pas le matin. Les commentateurs orientés disent que ça se lève le matin pour gagner de l'argent. D'autres pour licencier. On pense la nuit à licencier les gens. Non, un chef d'entreprise, ça se lève parce qu'il aime les personnes avec lesquelles il travaille. Il y a vraiment une dimension d'amour dans l'entreprise qui est extrêmement importante et parce qu'il a le moral.
Voilà, parce que c'est les deux choses qui font qu'ils se lèvent le matin. Il n'y en a pas d'autres. Et puis après, ben oui, on met en œuvre un projet, il faut que les comptes d'exploitation soient équilibrés, etc. Mais donc cet aspect du moral, il est absolument clé. Et effectivement, aujourd'hui, je sens, là ce sont des choses de terrain, je rencontre des chefs d'entreprise toute la journée, je sens que c'est quand même un petit peu entamé. Par rapport au moral des chefs d'entreprise, ce que vient de dire Philippe, je vais vous prendre un cas très concret. Le moral est compliqué. Le cas d'un boulanger, par exemple, que j'ai encore rencontré hier. Pendant le Covid, les boulangers, ils ont été ouverts 7 jours sur 7. Par exemple, nos bouchers, c'était les seuls qui étaient présents sur les territoires. Ils ont plus que doublé 2,5 fois leur chiffre d'affaires. Il a fallu qu'ils s'adaptent après la crise de l'énergie et tout ce qui s'est arrivé. Et souvent, le chef d'entreprise dans les entreprises artisanales, c'est la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'en plus, il a des problèmes de recrutement, des salariés pendant le Covid qui sont partis. Qu'est-ce qu'il fait, le chef d'entreprise? C'est-à-dire il fait son pain et puis après, il va faire la vente. Donc, il y a une fatigue physique, morale, avec aussi des règles qui sont de plus en plus contraignantes. On parle de simplification, alors ça fait 30 ans qu'on l'attend. Il n'y en a toujours pas. Et nous, les artisans, on fait des papiers tous les matins et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc oui, et Philippe a complètement raison. Moi aussi, je suis très inquiet sur le moral de nos chefs d'entreprise artisanales. Il y a une étude de la CAPEB qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le syndicat des artisans du bâtiment. 47% des chefs d'entreprise des artisans du bâtiment n'ont pas le moral. 1 sur 2, les artisans. Donc il y a un vrai sujet. Après, le chef d'entreprise, s'il a les moyens d'investir et qu'on l'accompagne, il va y aller, parce qu'on est de nature optimiste. On se lève tous les matins pour aller de l'avant, c'est clair. Mais n'empêche que, Philippe a raison, depuis 3-4 ans, on en prend quand même plein la tête. Bon, la bonne nouvelle, dans la fatigue, tu parlais de l'inflation. Ça, c'est bientôt fini. Ça, on s'en occupe. Et, voilà. Elle est encore... Ne tue pas le malade avec le médicament. Avec le remède. Oui, bonsoir. Pascal Danger, communauté de communes de l'Est lyonnais. Je voulais savoir comment on peut concilier développement économique, réindustrialisation, souveraineté et ZAN. ZAN, zéro artificialisation nette. Si quelqu'un avait la solution, je lui demande de la dire, ça nous arrangerait bien. Non, oui, oui. Non, bien entendu que c'est un sujet, hein, ce que tu dis est un vrai sujet, mais il va falloir nous concerter pour arriver à quelque chose d'équilibré. Donc les positions dogmatiques sur ce sujet-là sont dramatiques. Hein. Il ne faut pas être dogmatique, il faut être pragmatique. Il est évident qu'il faut tous que nous fassions un effort pour diminuer l'artificialisation des sols. Moi, quand on me dit ça, je suis chef d'entreprise, je le comprends. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je ne veux pas leur laisser un monde qui ne leur permette pas de vivre. Et dans le même temps, ce dont je suis également certain, c'est que nous ne sortirons pas du sujet climatique par la décroissance et par l'appauvrissement. Nous en sortirons en continuant de croître, en continuant de générer de la croissance, de la richesse, des emplois et en ouvrant les portes des nouvelles technologies. Ça, c'est une conviction absolument profonde. Je vais vous dire pourquoi. Hein, c'est très très simple. Je pense que la décroissance est une idée de riche, et même de très très riche. C'est-à-dire que quand vous êtes très riche et qu'on vous demande de décroître un petit peu, bon, on peut s'imaginer que ça peut à peu près marcher. Voilà, on continue à vivre. Mais si la décroissance s'applique au niveau mondial, que va-t-il se passer? Parce qu'il y a des populations qui sont très pauvres encore. Il y a des populations qui sont en voie de développement. Est-ce que vous croyez vraiment que si on va leur dire, avec nos costumes bien taillés, ben finalement, vous voyez, on va tous être en décroissance, donc nous allons baisser notre niveau de vie, puis vous aussi, vous allez baisser votre niveau de vie, parce que c'est important pour la planète. On va avoir quoi? On va avoir la guerre. Ça va se terminer en guerre. C'est comme ça que ça va se terminer. Et donc, nous n'avons pas le choix. Il faut sortir par le haut. Donc, sur la gestion du sol, ben, il va falloir qu'on se concerte, qu'on regarde tous ensemble pour faire les choses intelligemment, pour continuer à faire de l'activité. Je pense que c'est possible.
Simplement, je le disais tout à l'heure, le problème du ZAN, ce n'est pas le principe du ZAN qui est le problème. Le problème, c'est l'atomisation des positions des différentes collectivités. C'est-à-dire que je ne suis pas pour la centralisation. Hein. Moi, je suis un décentralisateur convaincu. En revanche, une idée comme le ZAN ne peut être mise en œuvre correctement que si on a quand même une idée générale qui est transverse et qui traverse tous ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui ont un pouvoir sur les sols. Or, les sols aujourd'hui, ce sont les plans locaux d'urbanisme, et les plans locaux d'urbanisme, ils sont à la main des communes. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'à peu près cohérent. Si il y a une commune qui est d'un côté radicale et d'autres communes qui sont radicales de l'autre côté, ça ne marchera jamais. Parce qu'on raisonne en moyenne. Et donc il va falloir qu'on se concerte et qu'on arrive tous à un schéma moyen qui permette de continuer. Si on fait ça, c'est possible. Hein. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est possible. En revanche, si certains ne jouent pas le jeu, nous n'y arriverons pas. Voilà. Donc c'est vraiment une question de concertation. C'est ça qui est compliqué dans le ZAN. C'est pas le principe. C'est la concertation et que tout le monde réfléchisse ensemble et arrive à déterminer un axe commun. C'est ça qui est difficile. J'ai pas la solution, hein, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Alors je propose que sur cette conclusion inspirante, je vous propose de... Ah, il y a encore une question, alors on prend la petite dernière. Oui, c'est bon. Pierre Malochet, Fédération des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes. Madame la directrice, messieurs les présidents. Vous avez présenté tout à l'heure les défaillances des entreprises, le nombre, je crois que c'était au niveau national. Et vous avez dit, voilà, problématique, trésorerie, PGE. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas cité, c'est les problématiques des délais de paiement. Aujourd'hui, depuis maintenant fin 2022, on rencontre dans notre secteur, mais dans d'autres, les problématiques privées-privées, publiques-privées. Et ça ne s'arrange pas, c'est même de pire en pire. Aujourd'hui, les délais de paiement sont passés entre 60 et 120 jours. Il y a même certains maîtres d'ouvrage, que je ne citerai pas bien entendu, qui annoncent qu'ils ne pourront pas payer avant 180 jours. Aujourd'hui, je rappelle que la loi, c'est 30, avec certaines dérogations jusqu'à 60, et que ça, notre secteur est très très inquiet, mais également, j'imagine, que d'autres secteurs. Et donc, aujourd'hui, on a aussi le contre-coup, c'est que nos entreprises, les entreprises en règle générale, se font sanctionner parce qu'elles ne respectent pas ces délais de 30 jours. Par contre, d'autres maîtres d'ouvrage, eux ne sont pas sanctionnés, puisqu'ils sont maîtres d'ouvrage et, pour ne pas les citer, publics. Et donc voilà, donc il y a une vraie difficulté. Si les entreprises ne sont pas payées, elles ne peuvent pas payer leurs sous-traitants derrière. Et donc en plus, elles prennent des amendes très très fortes pour avoir 15 jours de retard, etc. Et puis ça crée un autre et dernier problème, c'est la notation un peu aussi Banque de France derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des entreprises qui ont du carnet de commandes, pour payer leurs matières premières, leurs achats, elles sont obligées directement de payer, puisque sinon les fournisseurs ne veulent plus leur fournir de matériel et matériaux. Voilà. Oui, alors je prends note du constat, puisque c'est plus un constat qu'une question. Ceci dit, à la Banque de France, on a bien pris en compte cette problématique et aujourd'hui, on en tient compte dans notre cotation. Mais dans le sens où, effectivement, c'est pas seulement de pénaliser celui qui a un problème de trésorerie parce qu'il est payé tard, mais c'est aussi de pénaliser et de manière, je dirais, motivée l'entreprise qui, dans les faits, ne paye pas dans les délais. Donc aujourd'hui, on a mis en place, depuis un certain temps maintenant, un impact sur la cotation, c'est-à-dire qu'on peut décoter une entreprise sur la seule base de son positionnement de mauvais payeur, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, mais aujourd'hui on a vraiment intégré cette problématique. Donc évidemment, si on parle de payeurs publics, c'est la limite du système, mais en tout cas sur les entreprises qu'on cote aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une problématique, on le voit bien au niveau de l'actif passif, c'est assez facile de le repérer. Dans ce cas-là, on va creuser la question et si on n'a pas des réponses avérées à la problématique qu'on a observée, si c'est juste parfois un effet d'arrêt sur image à un instant T, c'est le problème d'un bilan, mais quand même, on va creuser et aujourd'hui, on décote régulièrement des entreprises sur cette base. Je voudrais juste vous signaler qu'il existe une instance
qui a quelques années maintenant, qui est né du Covid d'ailleurs, qui s'appelle le comité de suivi des paiements, comité national de suivi des paiements. On retrouve la Banque de France, donc c'est Frédéric qui est là, le médiateur national des entreprises, les chambres de commerce, la DGCCRF, etc. Donc c'est au niveau national. Moi, je représente le CCI France dans cette instance. Et donc vous pouvez la saisir. Si vous avez un problème, vous pouvez la saisir. C'est tout à fait confidentiel. Et vous passez par votre CCI, par exemple. Et on va instruire le dossier et nous allons intervenir auprès de l'entreprise qui doit vous payer. Donc c'est un mécanisme qui est assez rodé. Donc n'hésitez pas à saisir cette instance, nous sommes là pour vous. Très bien, écoutez, je vous remercie à tous. Merci encore à mes 2 grands témoins. On a pu partager les questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, alors en fait on attendait de finir le YouTube pour ceux qui étaient à distance, on ne les invitait pas au cocktail. Mais bien sûr vous êtes invités à l'étage au-dessus, on vous attend pour le cocktail.